Eh bien écoutez, bonjour à tous. Moi je suis ravi de vous accueillir ce matin pour une table ronde autour des cyberattaques. Alors on va pas agiter le chiffon rouge, c'est pas le but, hein, et il ne s'agit pas de vous faire peur, c'est pas ça. Il s'agit plutôt de s'appuyer, de bénéficier d'une expérience et d'un cas concret d'une cyberattaque vécue par une structure, de vous apporter des informations utiles sur le risque cyber, sur les actions des différents experts de réponse aux cyberincidents qui accompagnent les victimes, et puis sur le dispositif d'urgence Grand Est Cybersécurité qui est mis en place par la région. Voilà. Alors je serai accompagné de 4 personnalités. Alors dans l'ordre, à ma droite, Souk Xiengwan, qui est le directeur des systèmes d'information de la communauté de communes des Rives de Moselle. C'est ça. Voilà. Merci. Tout à fait. Merci. Dominique Le Sardo, qui est le directeur général d'Openfield France à Metz. Openfield, c'est un cabinet de conseil en stratégie de transformation numérique et avec une expertise en cybersécurité. C'est exactement ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Le capitaine Jean-Charles. Alors voilà, vous n'entendrez pas son nom, ça fait partie des usages. Voilà, de la gendarmerie nationale, qui est un expert en cybersécurité de la région Grand Est. Jean-Charles, je te laisse compléter. Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être parmi vous et puis de revoir des visages connus à mes côtés. Voilà. Et enfin, Jean-Luc Belay, qui est le responsable des opérations du dispositif Grand Est Cybersécurité, donc le centre d'assistance aux victimes des cyberattaques. Bonjour à tous. Alors, voilà, pour planter le décor, Jean-Charles, au filtre de la gendarmerie nationale, voilà, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le niveau de la cybermenace est élevé en France et plus précisément sous quelle forme il se présente aujourd'hui, quels sont les types de cibles ou les victimes les plus concernées? Alors, pour répondre à cette question, j'ai pas de chiffres exacts. On a les chiffres qui sont en ligne sur les sites gouvernementaux qui sont parfaitement à jour. S'agissant des victimes, des cibles potentielles, je pense pas qu'on puisse réellement aujourd'hui dire c'est plus les sociétés, c'est plus les entreprises, c'est plus du privé, c'est tout le monde. C'est-à-dire que si on voit aujourd'hui les cyberattaques qu'on constate, qu'on est amené à constater nous, au niveau gendarmerie, on va cibler trois types d'attaques. La première qui est la plus répandue, c'est ce qu'on appelle communément le phishing, l'hameçonnage, etc. Les escroqueries en tout genre qui sont numéro 1 quoi qu'il en soit, et qui peuvent permettre aussi de faciliter l'arrivée des secondes formes de cyberattaques qui sont les ransomware, parce que derrière, naturellement, à partir du moment où on dit oui lorsqu'on reçoit un mail ou lorsqu'on a une pièce jointe qui est un petit peu vérolé, on va dire, on ose le mot, on n'est pas bon et on ouvre la porte. Et donc ensuite, d'une manière générale, la troisième cyberattaque qu'on a, qui n'est pas vraiment non plus une cyberattaque, mais qui est plus dédiée, encore une fois, dans l'optique escroquerie, c'est ce qui est les usurpations d'identité sur Internet. Voilà, donc ça on en a énormément et on commence à constater de nouveau en ce moment, alors curieusement, je ne vais pas caricaturer nos amis d'Abidjan ou du Bénin, mais on commence de nouveau à voir ce qui est escroquerie à l'amour qui reviennent vraiment très très fort et où on a des gros capitaux qui partent vers les pays africains avec ces brouteurs, comme on les appelle, qui récupèrent l'argent auprès de personnes qui sont dans un souci, dans un désarroi assez important à un instant T et qu'ils en profitent. Merci Jean-Charles. Alors Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut dire comme particularité concernant le territoire Grand Est? Est-ce que le risque est élevé, ou en tout cas est-ce qu'on peut le qualifier un peu plus précisément pour notre territoire au regard de sa physionomie? Ok, donc on va faire un petit peu d'histoire. Donc faut bien comprendre notre région qui est composée déjà de 9 départements. Et on est l'une des régions qui... Rapproche un peu ton micro, s'il te plaît. Merci. On est l'une des régions qui a le plus de communes. On a un peu plus de 5000 communes. Donc on a un territoire qui est très vaste, qui représente environ 10% du territoire national et qui est à la fois agricole, rural
avec des pôles économiques. Mais au final, il ressort qu'on a 93% des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc on est vraiment sur des structures, des petites structures ou des structures moyennes, renforcées par le côté transfrontalier, puisqu'on a 700 km de frontières. Donc la partie transfrontalière, plus la partie petite et moyenne entreprise, ça ce sont des facteurs qui sont pris dans nos risques, parce qu'effectivement, nous au niveau CICERT, Grand Est Cybersécurité, on va déjà s'assurer en priorité de ces victimes, et on veut se porter en tant que guichet unique pour aider tout ce qui est TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire, pour les aider si elles étaient victimes d'une cyberattaque. Voilà, donc nous on est avant tout là pour aider les structures qui, on le sait, sont le moins préparées en termes de sensibilisation et en termes de cyberattaque. Merci Jean-Luc. Donc finalement, un territoire effectivement un peu moins structuré en termes d'expertise dans les établissements, beaucoup de petits établissements qui ne sont pas forcément bien structurés pour répondre aux cyberattaques. Alors, Souk, en mars 2022, la communauté de communes des Rives de Moselle a été victime d'une cyberattaque. Voilà. Comment vous pourriez nous décrire comment les choses se sont passées ? Alors tout simplement, donc, le collègue qui est venu un peu plus tôt ce jour-là, donc c'était un coup de chance. Donc le collègue était présent à 7h30 du matin, donc il s'est connecté sur son logiciel métier et là il a découvert des choses bizarres, des fichiers qui ont bougé, des fichiers qui commençaient à être cryptés. Donc la première réaction c'est un coup de fil, donc tout de suite la démarche c'est quoi ? C'est d'isoler tous les serveurs, donc on n'a pas le temps. Si vous vous connectez sur vos différents systèmes d'information, si on doit faire tomber tous les serveurs, c'est un peu compliqué. Donc il est parti directement à la communauté de communes, dans la salle blanche. On fait la bonne méthode, on déswitch, on enlève tout toute l'infrastructure du réseau pour isoler. Là, les problèmes commencent. Donc il faut mettre en place des process. Malheureusement, personne n'est habitué à une attaque. Donc on doit se réunir, une réunion de crise de la DSI, mettre les process en place, ce qu'on fait, et surtout avertir la hiérarchie pour dire comment on va communiquer dessus et comment on va travailler sur les heures, puis les jours à venir. Alors, est-ce que d'emblée, déjà, beaucoup de postes de travail ne fonctionnaient plus, beaucoup d'applications étaient entravées ? Alors nous, on a coupé vraiment tout le réseau, donc ça veut dire qu'on a plus aucun serveur ne fonctionnait. Donc on est parti forcément avec les différents techniciens, donc toquer aux portes des différents services pour dire plus personne n'utilise les postes informatiques ni la téléphonie. Voilà. Donc on a dû prendre, donc encore une fois c'est un coup de chance, c'est vraiment sur le site du siège qu'on a été attaqué, donc c'est un peu plus de 80 PC. Donc on a enlevé tous les 80 PC, on les a mis de côté. On a lancé le formatage de tous les PC et on a créé dans un premier temps ce que nous on a appelé le bunker. Donc ça veut dire qu'on a mis en place des équipements informatiques. On a réservé en fait une plage d'adressage IP pour que certains services, les services on va dire comme le service RH et le service des finances, puissent accéder dans un premier temps à leur logiciel métier et puissent sortir vers le net. On a coupé également la messagerie parce qu'on n'a pas su dans un premier temps d'où venaient les attaques. On a coupé la messagerie, on a analysé les boîtes mail pendant 15 jours avec des anti-spam avant d'être sûr que l'attaque ne provenait pas des messageries. Voilà. Merci Souk. Donc Dominique, avec Openfield, vous êtes intervenu en soutien de la communauté des Rives de Moselle. Alors quels ont été les premiers constats que vous avez faits sur le terrain et quelles sont les mesures que vous avez prises ? Alors je vais refaire un peu d'histoire. Effectivement, avant d'intervenir... pardon, j'espère que vous m'entendez. Voilà. Openfield, mon cabinet de conseil, on accompagne la NSSI sur le territoire pour apporter des cadres de bonnes pratiques pour les collectivités territoriales. Suite à la Covid-19, un plan France Relance a été mis en place pour les collectivités territoriales afin d'analyser leur contexte et de mettre en place des plans d'action pour améliorer, pour augmenter la maturité de la sécurité. On venait de commencer à Rives de Moselle, 2 semaines avant l'attaque. Donc 7h30, effectivement, Rives de Moselle a eu la chance
d'avoir un sportif dans ses rangs. Un sportif qui se rend tôt au bureau pour partir tôt, pour aller courir. S'il n'était pas venu à 7h30, peut-être que l'encryption aurait été jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on aurait perdu toutes les données, réellement. Donc je reçois un appel de SOUC, et là tout de suite on met en place, sur les bonnes pratiques, sur les recommandations de la NSSI, un cadre, une cellule de crise, pour inviter le président de la communauté de communes et toutes les parties prenantes. Parce qu'une communauté de communes ne vit pas en vase clos, elle collabore avec d'autres collectivités, des services d'État, mais également avec ses administrés. Et il fallait que tout le monde puisse prendre conscience que la communauté de communes avait été attaquée. Première des choses, on coupe, c'est physique, on enlève les câbles. Deuxième chose, on va voir la gendarmerie. C'est la première des choses à faire. Vraiment, tout de suite. Ça, si on doit donner un conseil, c'est gendarmerie ou police nationale, selon le territoire, et on dépose plainte. Parce que ça va rentrer dans un processus d'enquête qui dure, qui regroupe un ensemble d'attaques et qui va permettre de faciliter la compréhension de l'attaque aussi. Et ensuite, effectivement, une communication publique. Et j'ai accompagné le président de la communauté de communes pour rédiger un texte qu'on a transmis aux différents médias et prévenir toutes les parties prenantes de cette attaque. En essayant de conserver un climat de confiance, quoi qu'il en soit. Ça, c'est le plus important. Donc on voit bien une implication, la nécessité d'impliquer l'ensemble des acteurs de l'établissement qui est touché, la nécessité de communiquer et puis de commencer à je dirais, encadrer administrativement, juridiquement les conséquences de la cyberattaque. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour, d'abord exterminer, pour neutraliser la cyberattaque, pour restaurer le système, puis quelles actions techniques principales vous avez menées? Allez, dans les grandes lignes, parce que ce serait peut-être trop long de rentrer dans le détail, mais au moins donner quelques indications assez fortes pour les personnes qui nous écoutent. Je vais donner un élément complémentaire et Souk pourra expliquer ensuite les temps exacts. Cette chance d'avoir eu une attaque, je dirais, partielle, parce que je pense que les attaques, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est que les attaquants se sont trompés un peu dans l'horaire, parce que généralement ils attaquent le vendredi soir ou le samedi matin. Ça laisse peu de temps à une organisation de se relever. Et donc l'encryption des données, elle se fait tout le week-end, parce que ça prend un certain temps. Là, c'est arrivé le vendredi matin. Donc ils ont pu couper. Il y avait un début d'encryption. La chance aussi, et je dois en parler, d'avoir sur le territoire national des laboratoires d'expertise dans différents domaines. On a collaboré avec DataBac qui se trouve à La Roche-sur-Yon, qui est un laboratoire qui a une méthodologie de récupération de données encryptées. Alors ça ne marche pas tous les coups. Là, ça a fonctionné. 99% des données ont été récupérées. Pas le lendemain. La Souk va vous expliquer les temps nécessaires après une attaque et ce que ça peut vraiment impacter dans le fonctionnement d'une collectivité ou une organisation privée, hein, c'est la même chose. Donc c'est à titre indicatif, hein, forcément ça dépend de la DSI, ça dépend de pas mal de choses, de la structure. Donc nous l'attaque on l'a subi le 4 mars, hein, donc à 7h30, donc à 8h tout était coupé. Donc là, comme je vous ai dit, il y a un process à mettre en place de la DSI d'abord pour voir ce qu'on va faire. On ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être vraiment trop long. Donc 4 mars, et nous on a pu rétablir le système d'information à partir de fin septembre. Alors comment on a fait ça? Tout simplement, on a eu déjà la chance d'être accompagné. Donc ce qu'on a fait, c'est il faut savoir que dès lors qu'on a une attaque, il faut communiquer et il faut aller chercher les prestataires ou des collaborateurs qui connaissent le métier et qui ont aussi un potentiel à vous livrer le matériel. En période de Covid, forcément aujourd'hui un serveur c'est plutôt 8 mois d'attente. Nous on avait la chance que le plan d'action c'est quoi? On a eu un bon prestataire de terrain et qui nous a trouvé en 4 mois les serveurs qu'il fallait. Donc ça veut dire que le 4 mars on était attaqué et je crois que c'est mi-juin on a reçu les premiers serveurs. Forcément entre mars et juin on a travaillé pour réfléchir sur la nouvelle infrastructure, comment on va mettre en place par exemple le plan de reprise d'activité, comment on va travailler sur la gestion des sauvegardes, comment on va mettre en place la nouvelle structure informatique. Voilà, donc dans un premier temps, c'est ça qui est super important, c'est
d'avoir les bons partenaires pour pouvoir remonter assez vite. Après, la technique, c'est très compliqué parce que chaque attaque est différente. Chaque collectivité ou chaque entreprise a ses moyens, a ses dépendances aussi. Donc nous, c'est vrai, on a eu la chance de remonter très vite. Donc fin septembre, on avait la DSI en parfait état. On a fait 1 mois de production et on a confirmé à nos élus qu'à partir de fin octobre, tout était opérationnel. Merci Souk. Donc on a compris, Dominique l'a dit au début, que vous aviez un process de structuration qui avait démarré juste avant et que ça vous a sans doute aidé. Étiez-vous déjà organisé en gestion de crise réellement? Est-ce que vous aviez déjà des plans de reprise d'activité établis ou est-ce que c'était encore en de construction? Quel conseil vous donneriez sur ce sujet? Alors bien sûr, hein, comme tout responsable d'une infrastructure, techniquement, vous devez mettre en place un plan de crise. Encore une fois, hein, comme je dis, hein, le plan de crise, comme tout le monde le sait, c'est du virtuel. Une fois que vous êtes dans l'action, c'est un peu plus complexe. Parce que vous êtes en face des réalités et c'est là que vous dites « Ah, le plan, le process est bon ou on va le rattraper ». Alors, pour faire simple, hein, donc, dans un plan de crise, la première chose, c'est de monter les équipes. Vous avez la DSI, forcément, avec toute l'équipe des services informatiques qui vont aller sur le terrain pour réparer certaines choses. Mais il ne faut pas oublier que nous, en tant que collectivité, il y a des services. Il y a des services, comme je vous ai cité tout à l'heure, qui sont importants, hein, le service des finances. Pourquoi? Parce que le service des finances, tout simplement, paye. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise qui a réalisé certaines choses doit être payée en retour. Et si on ne remonte pas le système d'information, donc on ne pourra pas payer. Voilà. Alors, le conseil, c'est surtout de mettre en place des équipes RH, de mettre des équipes des finances, de mettre en place tout cet écosystème entre les élus, la direction, les services de la DSI et les différents autres services pour essayer de gérer la crise. Après, une crise, est-ce qu'elle est gérée efficacement ou pas? Ça, je n'aurais pas la prétention de vous dire qu'on a bien géré ou on a été parfait, mais en tout cas, on a géré de telle manière qu'on a pu remonter les services pour le PCI en 4 mois, on va dire ça comme ça. Merci Souk. Information intéressante. Hein. Oui, j'ai oublié une chose aussi, oui. c'est ce qui est important, c'est de voir dans vos contrats d'assurance pour voir si vous avez une clause cyber. Et ça, c'est super important. Pourquoi? C'est la prise en charge aussi hein, de l'assurance par rapport au coût que vous allez mettre en place. Oui, oui, merci pour ce point. C'est vrai que on ne le dit jamais assez, mais c'est bien de contracter des assurances, mais encore faut-il y réfléchir avant, les préparer ensemble avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire pas seulement... Une gestion de crise informatique, c'est certainement pas justement un seul sujet technique. C'est un sujet qui intègre beaucoup de facteurs et beaucoup d'acteurs de l'entreprise, dont la direction de l'entreprise ou de l'établissement. Oui. Double chance, juste pour parler de l'assurance, à Rive-de-Moselle, décidément, ça a bien fonctionné. C'est que dans le contrat d'assurance Groupama, il y avait une clause. Donc une partie des dépenses a été prise en charge. J'ai bien une partie des dépenses. C'est des dizaines de milliers d'euros. Et au final, la reconstruction, le temps perdu, on parle de centaines de milliers d'euros. Dominique, rapproche ton micro, mais il n'y a pas de souci. Hein, bon, merci beaucoup. Je peux me permettre de préciser un point parce que j'avais assisté à une intervention et je me souviens que vous étiez en plein exercice budgétaire, enfin de bilan budgétaire, je crois, au moment où vous avez eu la cyberattaque. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire dans une entreprise qui est victime d'un cyberincident à ce moment-là. En tout cas, merci, c'était très clair. Oui. Vous retiendrez qu'il faut se structurer. Voilà, on peut pas. C'est pas un exercice d'improvisation. Il faut un minimum réfléchir. Alors Jean-Luc, le centre de réponse aux cyberattaques, Grand Est Cybersécurité, il est opérationnel depuis un peu plus de 3 mois maintenant. Alors quel est le rôle du dispositif? Alors, donc nous sommes opérationnels depuis plus de 3 mois. Donc nous déjà, notre valeur ajoutée, c'est qu'on connaît le territoire. C'est-à-dire qu'en fonction, on connaît déjà les offreurs de solutions. C'est-à-dire, comme l'a dit Dominique, on va connaître en fonction de l'entreprise qui va nous appeler, on va pouvoir lui proposer, le mettre en relation avec des offreurs de solutions qui connaissent le territoire, qui vont se déplacer, qui vont intervenir. Voilà. Donc la première valeur ajoutée de Grand Est Cybersécurité, c'est qu'on connaît votre territoire. Ensuite, lorsque quelqu'un va nous appeler, on va tout faire sauf de la technique. C'est-à-dire qu'on va l'écouter, on va le prendre en charge, on va le guider.
On va lui expliquer par quelle étape il va passer. On va lui expliquer que c'est pas grave. Voilà, parce que des fois, on a des personnes, effectivement, des entreprises, qui ont honte, qui se disent pourquoi j'ai cliqué, On rassure, voilà. Ensuite, on va lui envoyer les fiches réflexes. On va envoyer tout un tas de fiches réflexes pour aider les entreprises, comme l'a dit le capitaine Jean-Charles, à comprendre et à garder les preuves. À savoir débrancher, mais on n'éteint pas. On n'éteint jamais. On débranche du réseau. Donc ensuite, on envoie les fiches réflexes et derrière, le bénéficiaire, on va l'aider et il sera souverain à choisir avec qui il veut travailler pour la réponse à incident. Et ensuite, nous, derrière, on va aider avec la police gendarmerie pour faciliter le dépôt de plainte, faciliter les dépôts de plainte avec police gendarmerie. Si ça bloque, etc., on a la ligne directe avec les bons interlocuteurs. Et on va faire en sorte d'apporter, de coordonner la résolution de l'incident du début à la fin. Et si le bénéficiaire choisit un prestataire, un partenaire de confiance, on va nous faire l'intermédiaire, on va donner tous les éléments qu'on a déjà collectés, les informations collectées, on va les envoyer au prestataire pour qu'il gagne du temps et qu'il puisse directement se projeter et venir commencer à remédier le système d'information de la société. Voilà. Donc, oui, merci Jean-Luc. Donc effectivement, vous aurez compris que derrière, il y a de l'humain qui est capable de comprendre la chaîne de valeur de la victime, de comprendre et d'accompagner la victime face aux problèmes auxquels elle est confrontée, de lui donner des premières mesures de rémédiation et de l'accompagner dans l'ensemble de ces démarches. Alors, tu as parlé tout au début justement des opérateurs référencés. Openfield en est un. Voilà, on en a plusieurs. Combien en avons-nous? Comment les référence-t-on? Et comment ça se passe justement la mise en relation, selon quels critères, donner quelques petits éléments de compréhension. Voilà, donc on a 19 offreurs de solutions de confiance que l'on a cartographiés. On leur a demandé ce qu'ils aimaient faire, ce qu'ils souhaitaient faire et ne pas faire. On les a certifiés, validés, et on s'est assuré de leur service. Et on s'est assuré, on a conventionné, et on est sûr qu'en travaillant avec ses partenaires, le bénéficiaire sera traité correctement avec des devis, avec de l'information, avec une prise en charge qualitative. Voilà. Donc on a des offreurs, des petits offreurs, des gros offreurs. On a tout un panel d'offreurs en fonction du bénéficiaire qui va nous appeler. Voilà. On a des offreurs qui préfèrent travailler avec des PME, on a des offreurs qui préfèrent travailler avec des TPE. Donc là, on les connaît. Donc nous, notre force, c'est qu'on connaît notre territoire. Voilà. Oui, c'est important de préciser ce point. En fait, les offreurs ont tous un socle commun de compétences en matière de cybersécurité. Quand on parle d'offreurs, ce sont les prestataires de réponse, les experts dans la réponse aux cyberattaques. Mais chacun est plus ou moins expérimenté dans un domaine. On pourrait parler de systèmes de production, ce qu'on appelle en langage technique Operational Technology, OT. Voilà, et donc, vous voyez que ça peut faire appel à des compétences un petit peu particulières en Internet des objets, voilà, sur des choses comme ça, en électronique embarquée. Donc voilà, donc chaque offreur peut être spécialisé dans un domaine ou dans un autre. Donc d'où l'importance d'avoir une bonne connaissance de ce que c'est faire un offreur ou ne pas faire, et d'avoir des offreurs effectivement qui répondent bien à l'ensemble des types de bénéficiaires que nous avons sur nos territoires, qui est assez vaste. Alors justement, nos bénéficiaires, qui sont-ils? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre région, elle a beaucoup de petites entreprises. Et ça tombe bien, le CICERT, Grand Est Cybersécurité, s'adresse aux PME, aux ETI, aux PME, aux ETI, et y compris, si un particulier, par exemple, nous appelait, ou une TPE nous appelait, on ne le laissera pas de côté. C'est-à-dire qu'il a fait l'effort de nous appeler, on le prendra en charge et on l'aidera à régler son problème. Voilà. Et donc, on est ouvert du lundi au vendredi. Les horaires sont indiqués, il y a le téléphone. Et puis là, on est en train déjà de réfléchir à une prise en charge la nuit et les week-ends, parce que les attaques ne s'arrêtent jamais. Et à titre d'exemple,
comme l'a dit Capitaine Jean-Charles, on a beaucoup d'usurpations de RIB, beaucoup de sociétés qui se font usurper leur identité et qui perdent des centaines de milliers d'euros, je dirais bêtement. On a des sociétés qui payent des rançons parce qu'elles deviennent papier-crayon, c'est-à-dire du jour au lendemain, elles ne peuvent plus travailler. Et donc, elles disent que si je ne paye pas, à un moment donné, mon activité s'arrête demain. Donc ça, c'est notre réalité. Et très souvent, notre conseil, systématiquement, on va réorienter vers les bonnes pratiques, à savoir le dispositif de la région, que la région met à disposition dans le cadre des audits. Donc la région Grand Est prend à sa charge 50% des audits de sécurité. Alors, ça fera l'objet d'une table ronde qui suivra. Il est important de souligner qu'on a aussi des collectivités qui peuvent bénéficier de ce dispositif, les associations, les établissements publics rattachés à ces collectivités. Voilà. Et ce qu'il est important de souligner dans ce que tu disais, Jean-Luc, c'est qu'effectivement, la victime ne doit pas se poser la question de savoir si elle appelle la bonne personne. Nous, on est là pour répondre et on ne laisse personne sur le bord du chemin. Donc on est dans une logique d'accompagnement d'une victime et de manière à s'assurer que quelqu'un va lui apporter assistance. Alors, Jean-Charles, on a parlé tout à l'heure du dépôt de plainte. Dominique a souligné l'importance du dépôt de plainte. Je pense que tu vas pouvoir nous confirmer ça, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe derrière un dépôt de plainte, comment ça se déroule, quelles sont les interactions avec la victime, avec le prestataire, potentiellement toutes les informations qui pourraient être utiles pour à la fois informer les gens, les rassurer sur ce dispositif vertueux, sur ce qu'il nous apporte. Bon, je vais essayer de résumer ça, mais sinon on en a pour 2 heures. Alors, ce qui est important, il faut déposer plainte naturellement. Maintenant, avant de rentrer un petit peu dans les explications du qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je vais surtout insister sur le point qui me paraît crucial, c'est de connaître les partenaires, savoir identifier les bons partenaires. Le CISERT qui va peut-être nous alerter, les partenaires de réponse à incident et la personne que nous, au niveau gendarmerie, on va le plus embêter au monde quand la société ou l'entité est victime de quelque chose, c'est ce monsieur-là, le DSI. Parce que naturellement, faisant fonction, parce que faisant pas fonction forcément lorsqu'il y en a. Lorsqu'il y en a. On l'a largement évoqué là-dessus. Parfois, malheureusement, c'est le chef d'entreprise qui doit faire face et c'est parfois très très compliqué, surtout au regard des questions qu'on va lui poser. Parce que naturellement, il va falloir qu'on puisse connaître la machine qui a été infectée, comment les attaquants ont fait pour pénétrer le système d'information, qu'est-ce qu'ils ont déposé comme note de rançon, quelles sont les informations qui sont en lien avec le portefeuille de crypto-monnaie, puisque si on raisonne Rive de Moselle et rançongiciel, naturellement, il faut payer en crypto. Donc on a un portefeuille de crypto-monnaie qui est présent. Et savoir ensuite qu'est-ce que veut le patron. Parce qu'on se heurte aussi au fait où parfois le responsable, le patron de l'entité ne veut absolument pas qu'une enquête soit diligentée, il veut récupérer tout de suite ces éléments et il va payer tout de suite. Nous, on prône le fait de ne pas payer. Après, on n'a pas la science infuse. S'agissant de Rive de Moselle, l'enquête est toujours en cours, donc j'en parlerai pas plus, je rentrerai pas dans le détail. Lorsqu'on doit suivre des portefeuilles de crypto-monnaie, ça prend des mois, parfois même des années, parce que je rentrerai pas dans la technique de la crypto, mais forcément on saute de blockchain à blockchain et on peut aller très très loin. S'agissant des rançongiciels, derrière il faut étudier les codes sources, il faut obtenir toutes les informations et ce sont des mois et des mois, voire des années de recherche qui nous permettent éventuellement de remonter à des individus en sachant, et je ne veux pas noircir le tableau, que on est susceptible de se retrouver sur des pays qui ne sont pas coopérants. Et on sera malheureusement tenu de rester à la frontière de ces pays. Alors derrière, là, entre en ligne un autre interlocuteur, un autre partenaire qui sera plus lui en mesure de derrière déchiffrer un code source de ransomware pour pouvoir justement déchiffrer
le même crypto qui pourrait se propager sur une autre société et donc être en mesure de pouvoir restaurer les données beaucoup plus rapidement qu'en patientant de longs mois et de longues années peut-être dans le cadre d'une enquête. Oui, important de préciser que depuis le début de cette année, et tout à l'heure Dominique parlait justement des assurances et Souk parlait des assurances de cybersécurité, pour pouvoir bénéficier justement du concours de l'assurance que l'on a contractée, il faut déposer plainte dans les 72 heures après le moment où une attaque a été constatée. Voilà. Absolument, de toute façon. Donc c'est important de le dire parce que si vous avez contracté une assurance mais que vous ne déposez pas plainte, vous risquez de ne pas bénéficier de l'aide. Alors sur ça c'est totalement vrai, si je peux encore intervenir. Donc sur les prestataires de confiance, ça c'est une vraie vérité. Nous, Rive de Moselle, on s'est basé sur 2 prestataires. Donc Openfield par rapport à ce parcours de cybersécurité et la société Assurance qui est notre partenaire en tout ce qui est infrastructure et sécurité. Qui est aussi référencé. Donc après, on a peut-être une autre personne qu'on a oubliée, c'est le DPO ou DPD en français, par rapport à cette loi qui est le RGPD. Donc aujourd'hui, une fois que vous êtes attaqué, effectivement, vous avez 72 heures pour déclarer à la CNIL. Et là, il faut vraiment le DPD, ou un DPO, peu importe, qui doit être présent pour mettre en place la communication, les écrits, parce qu'il faut faire non seulement une communication aux gendarmes, à la police, mais aussi à la CNIL. Voilà. Donc, DPO, un Data Protection Officer, voilà. Ça. Donc c'est la personne qui est responsable des sujets de RGPD, mais c'est très important. Et tout à l'heure, on l'a dit aussi, et je me rappelle plus si c'est Souk ou Dominique qui le disait, mais au tout début, il faut vraiment, quand on subit une cyberattaque, il faut aussi informer toutes les personnes avec lesquelles on interagit, à commencer par soit les administrés, quand on est dans le cas d'une collectivité, les clients ou les sous-traitants de ce qui se passe. Voilà, c'est important de souligner ce point-là. Écoutez, on arrive à la fin de notre table ronde. Alors je vais vous demander à chacun de dire un petit mot que je vais un petit peu orienter. Alors Souk, finalement, quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de cette cyberattaque et quelles recommandations vous donneriez soit aux dirigeants ou à vos pairs DSI? Tout simplement, une DSI, c'est quoi? C'est l'ensemble. C'est l'être humain, c'est le matériel. C'est un écosystème pour faire fonctionner une entreprise ou une institution. La cybersécurité ou la sécurité, c'est des strates, c'est des briques. Quand vous allez mettre une brique, c'est comme une construction de maison, quoi. Donc on a la fondation, on a mis la fondation, on a habillé, on a fait la maison. Mais il y aura toujours des choses à faire, la décoration, la moquette, la peinture. En fait, un système d'information, c'est ça. Rien n'est figé, rien n'est fini. On doit être toujours à l'affût des technologies parce que, comme disaient les collègues, c'est que les attaquants ne dorment jamais. C'est toujours plus facile d'attaquer que de sécuriser. Donc il faut être très très vigilant. Je ne sais pas s'il y a une sécurité on va dire top type ou maxi, mais en tout cas voilà, le rôle de la DSI c'est d'être toujours vigilant et de faire face aux incidents. Merci Souk. Donc Dominique, au filtre finalement des multiples interventions d'Openfield, quelles seraient les recommandations principales ou les points clés relevés ou en tout cas à conseiller pour les différents bénéficiaires et utilisateurs de systèmes d'information? Alors pour répondre, j'ai déjà refait un schéma du regard du partenaire terrain. Le partenaire terrain, seul, il ne fait rien. Il ne fait rien, le partenaire terrain. On a la gendarmerie. La gendarmerie n'intervient pas qu'en réactivité. La gendarmerie est aussi conseil. Toutes les parties prenantes ici présentes sommes là pour donner du conseil. On est en proactivité et non pas simplement en réactivité. On est formé pour la réactivité, mais la proactivité, ça devient maintenant essentiel. C'est la prévention dont on parle. C'est de la prévention. Sensibilisation, toutes ces choses-là. Le travail amont. Voilà. Et tous les échanges qu'on peut avoir entre nous, entre toutes les sociétés qui exposent aujourd'hui, c'est un échange régulier. On crée des groupes de travail pour apporter un soutien à toute personne. Ça, c'est vraiment le point clé. Le point clé. Donc, moi, j'invite toutes les personnes. Aujourd'hui, il existe des supports d'information, que ce soit la NSSI, que ce soit le CESIRT, donne des informations, je dirais, basées sur des bonnes pratiques que chacun d'entre nous puisse pratiquer au quotidien. Ce sont des petites actions. Ces petites actions, mis bout à bout, amènent déjà une protection. Parce que la première
le premier risque, c'est le facteur humain, quoi qu'on en dise. Voilà. Merci Et Dominique. si je peux rebondir, ça c'est Oui. totalement vrai ce que vient de dire Dominique. Dans les systèmes d'information, l'être humain, donc l'usager, fait partie de la sécurité. Parce que c'est un clic qui va faire rentrer À le malware. 90%, on dit. C'est ça. C'est Donc il y a une grosse l'origine d'une partie de, cyberattaque, c'est ça. il y a une grosse partie de formation à mettre en place au niveau des entreprises, au niveau des institutions, pour justement mettre tout le monde à niveau, quoi. Merci. Capitaine Jean-Charles, vu de la gendarmerie nationale, quels seraient les points clés justement à retenir? Je pense que Dominique, il a dit quelque chose de super intéressant. Nous, on est là naturellement lorsqu'il y a eu un problème, mais on n'est pas là que pour ça. Et je pense que le point clé, c'est l'éducation. On a, nous, une expression qui est un petit peu parfois compliquée. On a dit qu'il y avait un problème entre l'interface qui se situe entre la chaise et le clavier. Et que souvent, c'est ça qui a amené la difficulté au niveau de la société. Alors c'est pas, tu le soulignais, c'est pas légion, c'est pas le cas à 100%, mais c'est très souvent de fois le cas. Pour autant, cette personne, elle n'a pas voulu mal faire non plus. Donc il est important également de l'accompagner. Mais pour que nous, on puisse arriver, être proactif, apporter des éléments concrets, il faut naturellement toujours revenir sur ce dépôt de plainte. Il faut qu'on soit au courant de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, obtenir tous les éléments de manière à pouvoir réagir après au mieux et essayer de trouver une solution pour soit déchiffrer, soit derrière, à minima, orienter les victimes vers les bons interlocuteurs. Je voudrais juste rajouter une chose, parce qu'on a oublié de dire que j'ai aussi un autre rôle. Je suis le VRP de la gendarmerie. En fait, je suis gendarme de la réserve citoyenne. Et mon rôle, c'est de parler de la gendarmerie. Et capitaine Jean-Charles, malheureusement qui n'est pas commerçant, puisque ce n'est pas son rôle, peut ajouter et dire, dans vos entreprises, dans vos organisations, invitez la gendarmerie à venir informer vos collègues, vos usagers. Ils le font. Et ça démarre là. Oui, merci de cette précision et on est engagé avec nos forces de sécurité, avec la gendarmerie et la police. Et avec la gendarmerie, c'est déjà bien effectif sur le terrain, justement pour mener des actions de sensibilisation. Donc c'est tout à fait juste. Merci Dominique. Jean-Luc, vu de Grand Est Cybersécurité, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? La sensibilisation avant tout. Donc mettez l'humain au cœur déjà de votre processus sécurité. Discutez-en au sein de votre entreprise, formez les personnes, voilà, parce que l'interface chaise-clavier, c'est la plupart du temps, c'est là où est le problème. Et puis après, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez des questions, etc., appelez-nous, on vous conseillera avec les offreurs, avec les personnes qu'on connaît sur le territoire, pour justement augmenter votre maturité. Voilà. Je vous ai mis notre code barre, en espérant jamais à vous avoir au téléphone. Mais n'hésitez pas à en parler au sein de votre entreprise. Voilà. Partagez, témoignez, c'est hyper important. Alors, je tiens vraiment à vous remercier chacun, tous, pour vos témoignages qui, je pense, ont apporté des informations vraiment intéressantes pour chacun d'entre nous dans une meilleure approche du risque cyber, une meilleure gestion du risque cyber. Alors, vous avez tous souligné à un moment, donc je vous remercie chaleureusement pour vos interventions, et vous avez tous souligné à un moment le fait de prévenir, de sensibiliser. Ça me permet d'ouvrir vers les tables rondes qui vont suivre sur le sujet des diagnostics de cybersécurité, diagnostics intelligence artificielle. Mais tout ça pour dire que le mieux, c'est quand même de travailler sur la prévention. C'est de la même manière qu'on va voir son médecin régulièrement pour voir si tout va bien, de la même manière qu'on emmène sa voiture chez le garagiste pour être sûr qu'elle soit en bon état pour prendre la route. C'est la même chose avec un système d'information. Il faut régulièrement le passer en revue, faire des audits, se remettre en question. Et voilà, donc les diagnostics servent à ça. On a aussi des prestataires qui interviennent dessus. Openfield en est un aussi. Et ça fait partie justement de la séquence qui va suivre. Vous allez pouvoir découvrir tous ces aspects-là. Je vous remercie et je pense que vous pouvez tous les applaudir. Merci à toutes et à tous. Merci.